Ténèbres, vent, tempête maritime, déluge d'eau, incendie des forêts, pluie, éclair du ciel, tremblement de terre, chute des montagnes, ville rasée. Cyclone qui porte de l'eau, des branches d'arbres et des hommes à travers l'air, branches détachées par les vents, entraînées par les cours du vent, avec des gens dessus. Arbres brisés chargés d'hommes, navires brisés à morceaux, heurtés contre des écueils. Un sol rocheux, brun rougeâtre, se termine au premier plan par un abîme. Le paysage montre des pics montagneux, des glaciers et des vallées d'où se retirent les eaux ruisselantes. À droite, un arbre très sombre sur la pente d'une colline. Au centre, Sainte-Anne. Elle porte les cheveux nattés. Les tresses sont ramenées en couronne autour de la tête et en partie recouverte par un voile à 2 volants tombant sur le front. Elle a les yeux baissés, elle sourit. Assise sur ses genoux, la Vierge Marie. Elle est vêtue d'une robe rose décolletée et bouffante, aux manches de mousseline grisâtre et transparente. Son bras gauche et ses jambes sont enveloppés d'un grand manteau bleu. Marie se penche vers l'enfant Jésus, un bébé de 2 ou 3 ans. Nu, très bouclé, il est en train d'enjamber un agneau qui se cabre. La force naît par la violence et meurt par la liberté. Et plus elle est grande, plus vite elle se consume. Elle chasse avec rage tout ce qui s'oppose à sa destruction. Elle aspire à vaincre et à tuer la cause de l'obstacle qu'elle rencontre. Et, les domptant, se détruit elle-même. Plus il est grande, plus sa puissance s'accroît. Toute chose, instinctivement, fuit la mort. Toute chose soumise à la contrainte fait peser une contrainte sur d'autres. Sans force, rien ne s'émeut. Léonard a commencé sa carrière de peintre vers 1472 dans l'atelier de Verrocchio à Florence. Il serait l'auteur de l'Ange et des paysages dans le célèbre baptême du Christ de son maître. À la même époque, il peint une Annonciation. Et se fait remarquer comme portraitiste. Plusieurs madones lui ont été attribuées, mais sans certitude. Il commence l'adoration des mages qu'il n'achèvera pas. Il quitte la Toscane pour Milan, où il se met au service de Ludovic le Mort. Il peint la Dame à l'Hermine et une première version de la Vierge au Rocher, probablement celle qui se trouve aujourd'hui au Louvre. En 1495, il commence la scène pour le réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces. À la chute de Ludovic, Léonard part pour Mantoue, où il commence un portrait d'Isabelle d'Este. De retour à Florence, il prépare la bataille d'Anghiari pour le Palazzo Vecchio. Détruite, il n'en reste que des dessins préparatoires et une copie par Rubens. Léonard commence à travailler sur le thème de Sainte-Anne. Il exécute le portrait de Mona Lisa, femme d'un certain Francesco del Giocondo. Le panneau devient aussitôt célèbre. 1506, retour à Milan. Seconde version de la Vierge au Rocher, probablement celle de Londres. Léonard poursuit ses recherches sur la Sainte-Anne. 1513, il quitte Milan
et entre au service de Julien de Médicis à Rome. Il se consacre à des études techniques. 1516, à la mort de son protecteur, il accepte l'invitation du roi de France, François Ier. Il passe les Alpes, peut-être avec la Joconde, la Sainte-Anne et Saint-Jean-Baptiste. 3 tableaux qui n'avaient pas été livrés à leur commanditaire, sans doute parce que le peintre n'était pas parvenu à les achever. Il s'installe au manoir de Cloux, aujourd'hui Clos-Lucé, non loin du château d'Amboise. On raconte que le roi venait lui rendre visite en passant par un souterrain. Léonard meurt le 2 mai 1519. Son assistant, Francesco Melzi, repart en Italie avec les papiers du peintre, plus de 10 000 pages de notes et de dessins qui témoignent d'une immense curiosité encyclopédique. Ces textes sont écrits à l'envers, de droite à gauche. Les pages sur la peinture seront rassemblées en un traité qui, à partir du XVIIe siècle, connaîtra plusieurs éditions. Probablement acheté par François Ier, la Joconde est restée en France. Peut-être Melzi emporte-t-il la Sainte-Anne en Italie. C'est dans ce pays qu'un siècle plus tard, le cardinal de Richelieu l'achète. Placé dans le grand cabinet du palais cardinal, futur palais royal, le tableau est légué par Richelieu à Louis XIII. Sous la régence d'Anne d'Autriche, il se trouve dans la chambre de la reine à Fontainebleau. Il fait ensuite partie des collections de Louis XIV à Versailles. Enfin, il entre au Louvre en 1801. L'homme a été appelé par les anciennes microcosme. Et certes, ce terme est bien employé, car de même que l'homme est un composé de terre, eau, air et feu, de même les corps de la terre. Si l'homme a les os, support et armature de la chair, le monde a les rochers comme support de la terre. Si l'homme porte les lacs du sang, où les poumons se gonflent et dégonflent dans la respiration, le corps de la terre a son océan qui lui croît et décroît toutes les 6 heures, en une respiration cosmique. Si les veines partent de ces lacs de sang, en se ramifiant dans les corps humains, de même l'océan remplit le corps de la terre d'une infinité de veines d'eau. Avant de peindre un panneau, Léonard préparait un carton. La première version du thème de Sainte-Anne, celle de la National Gallery à Londres, est un dessin au fusain avec des rehauts de pastel. La Vierge est assise sur les genoux de Sainte-Anne et l'enfant Jésus joue avec Saint Jean-Baptiste. Il existe sur ce même thème plusieurs études préparatoires. Léonard n'a, semble-t-il, jamais réalisé la peinture qu'appelait ce carton. Par contre, un de ses disciples, Bernardo Luini, l'a fait en ajoutant un Saint-Joseph à l'ensemble. Le frère Pietro de Nuvolari, dans une lettre à Isabelle d'Este datée d'avril 1501, décrit un second carton qui fait alors l'émerveillement de la ville de Florence. Comme le premier carton, celui-ci pourrait être une commande du couvent des Servites de l'Annunziata, dont Léonard était alors l'hôte. Saint Jean-Baptiste est remplacé par un agneau. Ce carton a disparu. Une esquisse conservée à Venise lui correspond peut-être. Par la suite, Léonard aurait fait un 3e carton pour préparer la Sainte-Anne du Louvre. Cette œuvre a disparu elle aussi. Il n'en reste que les esquisses. La peinture s'étend à toutes les fonctions de l'œil, qui sont au nombre de 10, c'est-à-dire ténèbres et lumière, volume et couleur, figure et emplacement, distance et proximité, mouvement et repos. Le panneau mesure 1,12 m de large sur 1,68 m de hauteur. Il se compose de 4 planches de peuplier d'Italie, de 3 cm d'épaisseur, collées et chevillées, renforcées par la suite par 2 barres transversales de bois de sapin. À une époque ultérieure, le panneau a été élargi. 2 bandes de 8 à 10 cm ont été ajoutées de chaque côté. Elles ont ensuite été peintes de façon à amplifier la composition.
Ces deux bandes latérales sont aujourd'hui cachées par le cadre. Les planches sont déformées et présentent une légère convexité qui apparaît nettement en lumière rasante. Une fissure importante traverse le visage de sainte Anne. L'Adoration des Mages ou Saint Jérôme, tableau inachevé, montre le premier stade des peintures de Léonard. Sur une préparation claire ou rougeâtre, le peintre réalise un dessin très détaillé, puis il met en place un modelé monochrome. Dans la Sainte Anne, le dessin se devine sous les zones claires. La couche de peinture est extrêmement mince. On ne connaît pas précisément les techniques employées par Léonard. On sait seulement qu'il travaillait ses tableaux sur de très longues durées, peut-être 10 ans pour la Sainte Anne, dont divers détails sont cependant inachevés. En vérité, la théorie réside dans l'intelligence, mais la pratique est dans les mains. Et c'est pour cela que Léonard de Vinci, suprêmement intelligent, ne se contentait jamais de ce qu'il faisait, et qu'il acheva très peu de choses. Il en disait souvent la cause. Sa main n'arrivait pas à la hauteur de son intelligence. Le visage de la Joconde montre un important réseau de craquelures qu'on ne retrouve pas dans les mains, signe que le peintre a utilisé dans ces deux zones des liants différents. De même, le visage de sainte Anne reste assez lisse, seulement marqué par un faïençage très fin, correspondant aux tensions du bois, alors que celui de l'enfant Jésus montre tout un réseau de craquelures, dues vraisemblablement aux différences de séchage entre les couches successives. Très apprécié, le tableau était souvent restauré et montre de nombreux repeints anciens à l'huile ou à la tempéra, bien visibles à l'œil nu, et davantage encore en photographie ultraviolette, où ils apparaissent sous forme de taches sombres. Les vernis anciens se sont assombris de façon non uniforme et obscurcissent les fonds bleutés et les carnations des personnages. Pour faire une belle couleur vert, prends le vert et mets-le avec du bitume et tu feras ainsi les ombres plus foncées. Puis, pour le vert plus clair, mélange vert et ocre, et pour le plus clair encore, vert et jaune. Et pour les lustres, mets du jaune pur. Puis prends du vert et du safran d'Inde ensemble et fais un voile par-dessus tout. Le tableau se divise en deux zones chromatiques emboîtées. Celle des couleurs chaudes, les carnations des personnages, leurs vêtements, le sol du paysage proche. Celle des couleurs froides, le ciel, les montagnes, les eaux, le manteau de la Vierge. La gamme chromatique est étroite. Couleurs froides, carnations et couleurs chaudes forment des systèmes limités mais rigoureux. Les zones claires sont mises en valeur par la proximité de zones sombres. L'arbre et le ciel, le visage de sainte Anne et sa coiffure, l'épaule de la Vierge et sa chevelure brune, le visage de l'enfant et l'arrière-plan. Le peintre module tout son groupe central en jouant à la fois sur les contrastes de clarté et les contrastes de couleur. La tête de l'enfant est entourée d'une zone foncée bleuâtre qui contraste avec sa carnation rougeâtre. Le bleu du ciel est obtenu à l'aide d'un bleu moyen. Les carnations des personnages par l'éclaircissement d'un rouge. Le visage de sainte Anne, qui paraît très clair, est en fait beaucoup plus sombre que le ciel proche. Léonard obtient un modelé par dégradé de la couleur. Ce modelé peut être très régulier pour souligner la douceur du visage, ou au contraire heurté pour accentuer les reliefs aigus ou les discontinuités. Et c'est un trait merveilleux de son génie que, désirant donner le maximum de relief à ce qu'il faisait, il recherchait les ombres les plus épaisses et les fonds les plus obscurs, au moyen de noirs donnant des ombres plus foncées et paraissant de plus en plus sombres, afin que, par contraste, les clairs semblent plus lumineux. Mais de cette façon, il arrivait à des teintes si sombres que l'ensemble paraissait fait pour imiter la nuit plutôt que les nuances de la lumière du jour.
Cependant, il faisait tout cela pour donner plus de relief et atteindre la fin et la perfection de l'art. L'air est plein d'une infinité de lignes droites et rayonnantes, qui se coupent et se croisent sans s'échasser l'une l'autre, et qui reproduisent surtout ce qu'elles rencontrent, la vraie forme de leur cause. Dans le plan du tableau, le groupe délimite une surface triangulaire, mais dans le volume suggéré, il forme plutôt une pyramide, figure qu'affectionnait particulièrement Léonard. En passant du carton de Londres au tableau du Louvre, le peintre a considérablement accentué cet effet triangulaire. Le visage de Sainte-Anne occupe le sommet, un axe vertical est marqué par sa tête et son pied gauche. Le déplacement latéral de l'enfant entraîne celui de Marie et rend ainsi le groupe encore plus compact. Regards et gestes des personnages polarisent toute l'action vers la droite. Le groupe semble en équilibre instable autour de l'axe figuré par Sainte-Anne. On a cru pouvoir déceler plusieurs ellipses ou plusieurs cercles dans l'enchevêtrement des formes. Et l'œil a du mal à délimiter les personnages dont les membres semblent permutables. Les épaules de Marie et de Sainte-Anne sont confondues, le bras de la Vierge pourrait aussi bien appartenir à Sainte-Anne, leurs jambes peuvent se confondre. De la même façon, la patte de l'agneau est en continuité avec la cuisse de l'enfant. Entre le moment où Léonard réalise son carton et celui où il peint son tableau, d'autres peintres abordent ce même problème formel. Dans son Tondo Doni, Michel-Ange place une Sainte Famille dans un cercle et crée un étroit enchevêtrement de formes en mouvement. Dans sa Madone à l'agneau, Raphaël fait éclater la torsion des figures au profit de l'anecdote autour de l'agneau. Léonard, soucieux d'originalité, trouvera une autre solution encore. Par la suite, beaucoup d'autres peintres l'imiteront. Il est possible d'imaginer le cheminement de Léonard à travers ses dessins successifs pour les diverses Sainte-Anne. Les figures se rapprochent, se superposent, se nouent, s'enchevêtrent. Dans le tableau, cette intrigation est achevée. Des séries de courbes s'emboîtent les unes dans les autres, formant une sorte de grand entrelac dynamique. Il y a de nombreuses correspondances entre les formes et les textures. Plis des vêtements et plis des montagnes, masse du visage de Sainte-Anne et masse montagneuse, stratification des rochers et plis des tissus. Les boucles de l'enfant ou celles de l'agneau, les tresses de Sainte-Anne, les festons qui débordent, les boucles de la Vierge, les plissés de sa robe, répètent à plus petite échelle l'entrelac général des formes, thème central de Léonard. Si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches ou faits de pierres multicouleurs, avec l'idée d'imaginer quelques scènes, tu y trouveras l'analogie des paysages ou des corps de montagne, rivières, rochers, arbres, plaines, larges vallées et collines de toutes sortes. Tu pourras y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes. Et une infinité de choses que tu pourras ramener en forme nette et complétée. Et il en va de ces murs et couleurs comme du son des cloches. Dans leur battement, tu trouveras tous les sons et les mots que tu voudras imaginer. La figure de Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, rare au XIVe siècle, se répand en Toscane au XVe siècle. Chez Masaccio, c'est une femme âgée. Elle domine la Vierge qui est assise sur ses genoux. Le groupe est traité de façon hiératique. Chez Léonard, les deux femmes ne montrent plus de différence d'âge. Tout hiératisme a disparu. La tendresse de Sainte-Anne enveloppe Marie comme celle-ci entoure de ses bras son fils.
L'enfant s'échappe d'entre les jambes de sa mère, comme pour symboliser une naissance. Il descend à terre pour montrer qu'il rejoint l'humanité. Chez les anciens Hébreux, on tuait l'agneau en guise de sacrifice à Dieu. Le Christ, qui meurt sur la croix et qui prend en charge tous les péchés du monde, est qualifié d'agneau de Dieu. Les traits juvéniles et la fragilité de l'animal sont soulignés. En tentant de l'enjamber, Jésus torture quelque peu l'agneau. Jouant ainsi avec l'animal, il mime la scène future de ses propres souffrances et de sa mise à mort. Marie, peut-être consciente du destin de son fils, tente de le retenir. Autre élément de mystère, les visages. Il s'y retrouve la douceur des personnages de Léonard. La conquête d'un type de visage personnel et chargé d'implications philosophiques est caractéristique des peintres de la Renaissance florentine. Botticelli, Michel-Ange, Raphaël poursuivent à travers le visage une sorte d'idéal platonicien de la beauté. Chez Léonard, un trait s'y ajoute, le sourire. C'est celui de la Vierge au rocher, de l'ange, de la Dame à l'hermine, de Saint Jean-Baptiste qui sourit en montrant le ciel, de la première Sainte Anne qui, elle aussi, montre le ciel, de la Joconde. Un sourire à peine prononcé qu'aucune autre position des lèvres ne saurait rendre et qui inscrit les bouches et les yeux dans un cercle parfait. Toute sa vie, Léonard a été préoccupé par les montagnes, leurs plis, leurs couches géologiques, les fossiles marins qu'on y trouvait, les eaux courantes, les phénomènes atmosphériques. Le paysage de haute montagne lointaine et bleutée est désert, uniquement minéral, ruisselant d'eau qui semble se retirer comme après un cataclysme tellurique. Le paysage de la Joconde montre les mêmes sortes de lointains bleus mystérieux. Dans la Vierge au rocher, le décor minéral devient encore plus fantastique avec une caverne aux formes étranges et au premier plan une sorte d'abîme. Cet abîme, présent aussi dans la Sainte Anne, sépare le spectateur de la scène. Il amorce une courbe qu'on retrouve à l'arrière-plan et le paysage semble lui aussi répéter la ligne serpentine en un gigantesque entrelac cosmique. Il semble que ce soit mon destin d'écrire ainsi sur les 1000 ans, car parmi mes plus lointaines impressions d'enfance, il me souvient que du temps où j'étais au berceau, un Milan vint m'ouvrir la bouche de sa queue, et à plusieurs reprises me frappa de sa queue sur les lèvres. À partir du rêve du Milan, Sigmund Freud tente en 1910 une analyse du tableau, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Se fiant à une mauvaise traduction, Freud prend l'oiseau pour un vautour. Il note que cet animal était une divinité maternelle chez les anciens Égyptiens. Léonard, fils bâtard d'un notaire toscan, a eu 2 mères, sa vraie mère et sa mère d'adoption, d'où, selon Freud, la condensation des 2 figures maternelles en un seul corps. Le sourire énigmatique qui revient chez tous ces personnages serait le sourire maternel sublimé. Un disciple de Freud, Oskar Pfister, découvre quelques années plus tard la silhouette d'un oiseau dans les contours et les plis du manteau bleu de la Vierge. La queue de l'oiseau viendrait bien en contact avec la bouche de l'enfant. Les uns voient le visage d'un homme noyé flottant sur les eaux. Dans la grotte de la Vierge au rocher, d'autres voient une main dressée face à un visage humain. Un auteur remarque les contours des cailloux placés au pied de Sainte-Anne. Très travaillés, l'un d'entre eux, une sorte d'agate, évoquerait la forme d'un fœtus. Ces interprétations, comme leurs critiques, peuvent être défendues à partir des écrits de Léonard lui-même. Le plus souvent, le peintre s'y montre ennemi de tout ésotérisme, surtout préoccupé d'observation et d'expérimentation scientifique.
Mais parfois, il est fasciné par les images fantastiques. Il affectionne les prophéties, les déformations caricaturales, les anamorphoses. À la même époque, Mantegna fait apparaître des profils dans les nuages. Le XVIe siècle sera marqué par la figure de l'analogie. Paysage anthropomorphe, tête composée, grotesque, engendre à l'oreille de l'âge baroque toute une esthétique de l'ambiguïté. Cette magie naturelle, née de la recherche des analogies, s'est perpétuée jusqu'à notre époque à travers les anamorphoses, les illusions d'optique, ou même les devinettes enfantines. Sensibilisé par l'abondance de ces images incertaines, le regard moderne ne s'est fait plus méfiant vis-à-vis des images anciennes. Mais personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude si Léonard a caché volontairement des images secrètes dans son tableau. La démarche intellectuelle de Léonard est sans doute à l'origine de cette ambiguïté. L'entrelac des lignes et des formes multiplie les analogies et les correspondances. La plastique devient le thème principal. La forme contient l'idée, mais prise dans un processus de création continue, aucune forme n'est définitive. C'est une nouvelle conception de l'univers qui émerge à la Renaissance. Au monde clos succède un monde infini, aux formes fermées, des formes ouvertes. C'est peut-être aussi l'explication de l'inachèvement de la plupart des travaux du peintre. Poussé par mon ardent désir, impatient de voir l'immensité des formes étranges et variées qu'élabore l'artiste nature, j'errai quelque temps parmi les sombres rochers. Je parvins au seuil d'une grande caverne, devant laquelle je restai au moment frappé de stupeur, en présence d'une chose inconnue. Je pliai mes rênes en arc, appuyai la main gauche sur le genou, et de la droite, je fis écran à mes sourcils, baissés et rapprochés. Et je me penchai d'un côté et d'autre plusieurs fois, pour voir si je pouvais discerner quelque chose. Mais la grande obscurité qui régnait ne me le permit pas. Au bout d'un moment, deux sentiments m'envahirent, peur et désir. Peur de la grotte obscure et menaçante, désir de voir si elle n'enfermait pas quelque merveille extraordinaire.